Trust the process. Trust the process. And trust the process. Trust the process. And trust the process. Trust the process. This process. Processus, le podcast. Avec Mathias Brunet et Simon Snake Boisvert. Trust the process. Trust the process. Saison 2, épisode 20, dans nos décors plus familiers, après avoir fait notre petite excursion au Centre Bell. Simon Snake Boisvert, bonjour. Salut Mathias. Pierre-Alexandre Girard, alias Pag, bonjour. Salut les gars, ça va bien? Ça va bien, Pac. J'aimerais vous dire que Processus est une présentation de Carlsberg, la bière officielle des fans de la LHJMQ et probablement la meilleure bière au monde. Et aussi une présentation de Bet99. Tous les matchs commencent sur bet99.net, que vous soyez fan de hockey, basket, MMA ou autre. Bet99.net, le sportsbook préféré des Québécois. Simon, il y a eu une nouvelle dont on a parlé dans le milieu de la Ligue nationale, mais je ne sais pas si on en a parlé assez, tellement les impacts. Écoute, ça change tout. Et c'est l'augmentation du plafond salarial de 30 millions sur 3 ans. C'est ça ou c'est plus? Écoute, c'est à peu près 20 millions sur 3 ans. Ben, en fait, si tu inclus cette année, ça fait à peu près 28 millions. Non seulement ça change les perspectives d'avenir, mais tu dis les échanges récents aussi. Mm-hmm. Est-ce que Tampa aurait fait cet échange-là de Sergachev avoir su? Est-ce que le Colorado aurait échangé Rantanen avoir su? Je suis curieux d'avoir ton avis là-dessus, moi. Ben, il y a des équipes qui étaient coincées cette année. Ouais. Alors ça, tu peux pas là, opérer cette année en fonction de l'avenir. Mais là, pour résumer un peu, le plafond passe à 95,5 l'an prochain, 104 millions en 2026-2027 et 113 millions en 2027-2028. On parle d'une augmentation d'environ 8-9 par année, ce qui est énorme. Là, maintenant, on sait que le salaire maximum d'un joueur, c'est 20 %. Ce qui veut dire que lorsque Connor McDavid deviendra agent libre avant la saison 2026-2027, plafond à 104 millions, il pourrait donc demander techniquement 20,8 millions. S'il n'obtient pas 20,8 millions, bien, ça veut dire qu'il a fait un cadeau à son équipe afin d'être mieux entouré. Techniquement, c'est ça. Là, la question est de savoir, puis je ne sais pas ce que tu en penses, Mathias, il y a toutes sortes d'idées qui me sont passées par la tête. Justement, on parle de McDavid. Lui et Kaprizov vont être agents libres, entre autres, en 2026. Ils vont demander combien, d'après toi? Écoute, il y aurait tout intérêt à profiter de l'autonomie. Oui. Même Marner qui arrive et Rantanen de se dire, attendez. Ouais. Moi, écoute, je ne vais pas te parler de ces cas-là en particulier, mais je vais te parler de toi. Oui. Moi, je pensais que tu serais en furie. Pourquoi? Parce que ça récompense les cancres à nouveau. Les Julien Brisebois, les Bill Zito, les Kent Hughes et compagnie, pour moi, ils ne sont pas avantagés parce que c'est des gestionnaires créatifs. Ouais. Et là, les cancres de ce monde, eux, ben, tu répares leurs erreurs. Oui, mais ça va être temporaire parce qu'ils vont en faire d'autres erreurs. Oui, mais au moins, ils gagnent quelques années. Il y a un petit break. Il y a un petit break. Mais il y en a pas au moins que là, on va commencer à avoir des dépenses folles. Il va y avoir des joueurs qui vont être payés, qui vont être surpayés. Il va y avoir des joueurs qui vont être re-signés qui ne devraient pas l'être. Alors, finalement, tu vas voir, dans 2-3 ans, il va encore avoir des cancres qui vont être pris au plafond et qui vont être obligés d'échanger des joueurs. Seulement en 2-3 ans. Ah! À chaque année que ça va monter, il y a du monde qui vont se pogner, qui vont se faire pogner, mais je te dirais que dans 3 ans, il va avoir encore le même goulot d'étranglement qu'il y a en ce moment. Mon avis. La deuxième chose où ça ne me dérange pas, c'est que, tu sais comment j'aime les possibilités qu'une équipe devienne une dynastie? Ouais. Bien là, avec ça, évidemment que les équipes seront plus obligées de faire le nettoyage et vont pouvoir garder leurs joueurs plus longtemps. Pour 2-3 ans. Ouais, de plus, peut-être. Alors, si on remonte à 2010, Chicago, après avoir gagné la Coupe Stanley, avait été obligé de laisser aller des joueurs. Ouais. Dans un contexte actuel, ça n'arrivera pas, en fait. On verra. Ouais. Alors, il y a des équipes aussi, il y a un autre point, le plancher va augmenter. Et il y a des équipes qui ont des budgets internes. Et là, le budget interne va être obligé de monter parce que si le budget interne, c'est maintenant rendu le plancher, bien, tu es obligé de te rendre là. Ou même des fois, le budget interne peut être inférieur au plancher.
Fait que les petits marchés sont pas avantagés. Parce Ben- que les gros marchés vont dépenser plus. Ben, moi, je crois que ça va permettre aux équipes d'échanger des joueurs qui iraient autrement sur la liste des blessés à long terme. Je donne un exemple. Carey Price, 10,5 millions. Ouais. Il reste 1 an après cette année. Il pourrait était- très bien être échangé cet Ouais, il été était à une trop tôt, équipe là, qui a ouais. besoin d'atteindre le plancher qui va être de 70 millions. Et là, il est de combien? Le plancher est dans les 60 et quelques, je pense. Ça va monter à 70. Fait que tu penses que, oui, il monte, le plancher monte assez pour qu'une équipe ait besoin Ben, de Price? Tu sais jamais. Il y a des équipes. Tu sais, tu regardes, il y a des équipes comme les Sharks, là. À force de libérer des joueurs, 3 millions Cici, 5 millions Granlund et compagnie, ben, à un moment donné, comment ils vont faire pour atteindre le plancher alors que leurs recrues sont sur des contrats de 925 000 plus boni? Ouais, mais là, tu n'as pas passé à Pag, par contre. Pourquoi? Ben, Pag espère encore que Carey Price revienne au jeu la dernière année de son contrat. Je te taquine, mon beau petit tag de Pag d'amour. Ben, ce que ça peut créer, c'est qu'avant, les équipes étaient obligées de donner quelque chose pour que certaines équipes prennent le gros salaire. Ouais. Là, peut-être que les équipes qui veulent atteindre le plafond et dont le propriétaire est vraiment serré, peut-être qu'ils vont donner quelque chose à une équipe qui est prête à larguer un joueur sur la liste des blessés à long terme. On ne sait jamais. Le vent pourrait virer de bord. Je ne vais pas te prendre de cours. Je ne sais pas si tu l'as préparé. Ouais. Selon toi, quelles seraient les équipes les plus avantagées par ces nouvelles-là et les équipes les plus désavantagées? Ben moi, je te dirais que les équipes les plus avantagées, ce sont les équipes qui sont en construction en ce moment. Parce qu'elles vont pouvoir planifier à long terme en se disant, ben, c'est pas grave si on donne 10 millions à un tel, c'est pas grave si on donne 13 millions à un tel, parce qu'ils vont regarder leur masse salariale en 2028, 2029 ou à peu près, puis elles vont se dire, ah, on est correct, on va encore avoir du jeu. Ouais. Donc, et à court terme, je te dis que tout le monde va être avantagé parce que c'est comme une carte pour sortir de la prison gratuitement. OK. Pensez-vous que... Parce qu'on dirait que ça fait depuis cet été qu'on le sait que ça va augmenter. Il y a même Elliot Friedman qui en a parlé. Ça se peut pas que les équipes n'aient pas vu ça un peu venir, d'autant que les médias l'avaient déjà mentionné un peu. Oui, fort probablement, mais oublie pas que depuis l'histoire de la COVID, il n'y a plus de certitude. Parce que rappelle-toi qu'en 2020, 2019-2020, tout le monde se préparait à une grosse flambée de plafond. Et là, pouf, il y a eu un gel pendant à peu près 3 ans. Puis là, il y a des équipes qui ont été vraiment dans le trouble. Fait que je pense qu'il n'y a plus vraiment de certitude, mais là, c'est quand même... C'est énorme. Là, en ce c'est moment. vraiment C'est évident. énorme, Là. là. Là, c'est évident, on sait que les revenus sont à la hausse. Et puis c'est ça. Ce qui nous amène au Canadien, où est-ce que le Canadien se situe là-dedans? Bien, le Canadien, éventuellement, en l'été 2026, va avoir 50 millions de disponibles sous la masse salariale, sous le plafond. 50 millions. Avec des gars signés. Avec des gars signés. Alors, on va y aller, mettons, par exemple, le trio, qui est actuellement le trio numéro 1 de l'équipe, Suzuki, Caulfield, Slavkovski. Suzuki 2030, Caulfield 2031, Slavkovski 2033. Wow. Et 7,875 pour Suzuki, 7,85 pour Caulfield et 7,6 pour Slavkovski. On peut dire que c'est à peu près la même chose, entre 7,5 et 8 millions. Alors là, tu as quand même 23-24 millions sur un trio, ou en tout cas, 3 attaquants top 6. On va dire ça comme ça, parce que les trios, ça peut changer à un moment donné. Il n'est pas capable. Non, mais c'est pas sûr. pas capable. Oui, mais Mathias, Demidov va être sur le premier trio. Alors, il y a quelqu'un dans ces 3-là qui va s'en aller sur un autre Ou trio. tu es équilibré, puis tu Ou tu es comme équilibré, Panarin c'est à New ça. York. Là, ouais. Alors, moi, j'aime mieux dire 3 gars top 6. Ouais. Alors, tu as 3 gars top 6, déjà, qui te coûtent seulement 23 millions. Dans le cas de Suzuki Caulfield, je pense que les contrats vont être corrects. Slavkovski, ça va être à venir, mais ce qui est important maintenant de calculer, c'est que là, il va falloir que d'ici 3 ans, les amateurs, les agents, les joueurs, tout le monde, les observateurs, voient les chiffres des salaires d'un œil différent. Il faut le voir selon le pourcentage du plafond. Ouais. Alors là, un 7,8 millions de Suzuki en ce moment, ben c'est, mettons, 7,8 sur 80 quelques. Et donc, c'est quoi à peu près 9% de la masse salariale? Mais là, s'il y a 7,8 sur 113, le 7,8 sur 113, c'est rendu 6%. Ouais. Et là, à 6%, c'est une aubaine. Les gagnants, je m'excuse, puis là, c'est une erreur que j'aime pas, puis que tout le monde fait dans les médias, là, les grands gagnants, alors qu'il n'y a pas de petits gagnants ni de grands gagnants. Là. Désolé, j'allais le faire. Les plus meilleurs gagnants. Les gagnants.
Écoute, faut que ça soit Demidov et Hudson. Hudson, lui, qui n'a pas signé encore, qui a une saison formidable, une année recrue, ces gars-là, ils arrivent au bon moment. Oui, Hudson est admissible à une prolongation de contrat. La question est de savoir, est-ce qu'on va attendre qu'il donne une autre saison au Canadien ou est-ce qu'on fait comme on a fait avec Slavkovski puis on lui donne tout de suite? Alors, c'est toujours un pari que les deux côtés prennent. Si le Canadien lui offre un certain chiffre cet été, ben, il parie sur le fait qu'Hudson va poursuivre dans sa lancée pendant les 7-8 prochaines années. Et si Hudson dit, ben écoute, qu'est-ce qu'il dit que l'année prochaine avec Demidov, moi, je n'aurai pas 85 points, ben peut-être que lui veut attendre. C'est ça. Parce que veut pas, les contrats, en général, les salaires sont déterminés par les statistiques. Vous feriez quoi, vous, dans sa position? Pour Hudson? Oui. Ben, il reste encore quand même une trentaine de matchs. Alors, j'attendrai de voir les 30 derniers matchs. Puis, moi, j'ai toujours eu comme principe, là, peu importe que ce soit Hudson, Canadien, San Jose, Chicago, Boston, n'importe qui, moi, j'ai toujours eu pour principe qu'on a assez de données depuis 20 ans de plafond salarial que les équipes, habituellement, sont avantagées en donnant des contrats pré-apogés. Et tu l'as vu avec le Canadien, justement, Suzuki, Caulfield, Doc, Goulet, de prendre de l'argent que tu garantis. Disons qu'on offre 9 millions par année à Hudson pour 8 ans. Oui. Même si tu dis que le plafond va augmenter, ça reste difficile à refuser, là. Oui. C'est de Pour un l'argent. joueur. Et c'est pour ça qu'en général, si à un moment donné, on pourrait faire l'exercice, mais ça prendrait du temps, mais on l'a quand même pas mal en tête. Regarde les joueurs qui ont signé des contrats comme ça avant l'année avant de devenir joueur autonome avec compensation. Regarde les joueurs de 21-22 ans qui ont été signés. Je pense que dans 8 cas sur 10, l'équipe a fait une bonne affaire. Oui. Puis le joueur aussi. Regarde Nathan McKinnon il y a quelques années. C'est ça. Ah non, c'était un rabais. Bon. Et là, en plus, avec le contexte actuel, payé en devises américaines, tu vis quand même au Québec. Ben, pour un joueur québécois qui passe 12 mois par année au Québec, oui, les impôts sont élevés, mais en ce moment, il y a 40 quelques %. Ben. Alors, un salaire de 6 millions devient un salaire de 8,4. Ouais. Exemple. Alors, on prend exemple un gars comme, je sais pas moi... Mais même, il reste quand même 8 mois. Même Suzuki passe une partie de l'été ici. Là, ben, Alexandre Carrier, 3,75. Admettons qu'il passe toute son année ici. Mais 3,75 millions fois 40 %, là, on est rendu à 5 millions. Les gens oublient souvent le pouvoir d'achat. Oui. Tu sais, ils regardent le taux de taxation, mais le pouvoir d'achat quand tu es payé en argent américain. Bon, c'est sûr qu'il y a le prix de certains biens qui augmente parce que ça vient des États-Unis, mais en tout cas, là, ça devient de l'économie. Mais il reste quand même que c'est avantageux pour un joueur canadien d'être payé en dollars américains. Est-ce que ça peut pas être représenté, disons, puisqu'on parle du Canadien, d'un cadeau empoisonné aussi dans des dossiers comme ceux de Evans et Armia? Bon, je pense que dans le cas des joueurs de soutien, appelons-les comme ça, un peu plus âgés, ça demeure quand même un marché où je ne crois pas que les joueurs aient le gros bout du bâton. Ah non? Non, parce que des joueurs de soutien, il y en a beaucoup disponibles. Puis on a juste à regarder, des fois, le 1er juillet, il y a un gros rush de signatures. Le 2 juillet, là, il en signe quelques-uns. Puis là, c'est mort. Puis là, on regarde la liste, là. Puis il reste 75 joueurs à signer. Puis là-dedans, tu dis, comment ça fait qu'il n'a pas signé, lui? Puis là, tu apprends par un informateur au mois d'août, les demandes de joueurs étaient beaucoup trop élevées. Et après ça, le gars arrive au mois de septembre, il panique, puis il signe un contrat à moins de rabais. Mais tu en as beaucoup des joueurs de soutien qui sont surpayés. Oui, qui vont chercher le gros des lot. années, puis tu te dis comment ça, qui ont donné un 6 ans, Ben, 8 ans oui, puis à JT Comfort, Oui, ou à Andrew Copp. Copp, je le sais. Tu sais, Je le sais. Mais là, peut-être qu'on va moins hésiter si Jake Evans insiste pour avoir 3,5. On peut peut-être dire, bon, le plafond augmente. Prends-le, mon homme, là. C'est ça. Personnellement, bon, on a vu que Jake Evans est revenu sur terre offensivement. Ouais. Tu connais ma position là-dessus. Je vais en parler un peu tout à l'heure quand on va parler de l'échange de Granlund. Là, je vais faire un parallèle. Tu connais ma position là-dessus. Sauf que là, c'est sûr que c'est moins... Si le Canadien tient absolument à Jake Evans pour les 4-5 prochaines années, bien, c'est sûr qu'avec une augmentation du plafond, ben, même si on le surpaye, ça n'empêchera pas de signer des millions.
Puis, écoute, la façon dont ils jouent de ce temps-là, c'est plus des joueurs de soutien, c'est rendu des piliers. Non, mais Armia et Evans, là, c'est plus du soutien, là. C'est le... Hey, il y a M. Heinemann aussi qui est agent libre avec compensation. OK. Avec la saison qu'il a connue, je pense qu'il va avoir plus qu'1 million. Ouais. Alors, tu sais, c'est pour ça que du côté du Canadien, étant donné qu'il y a 50 millions disponibles en 2026, je sais que ça se dépense vite, mais il n'y a pas... Puis en 2026-2027, n'oublions pas, c'est la dernière année des contrats de Brendan Gallagher à 6,5. Imagine. De Josh Anderson à 5,5. Et dans une moindre mesure, là, mais ça se peut qu'on les re-signe, Alex Newhook 2,9 et Alexandre Carrier 3,7. Mais on va vraiment se concentrer, là. Il y a 12 millions, Gallagher Anderson, 12 millions qui vont être libérés. Compte tenu, tu sais, la relève en ce moment en défense, on est d'accord que c'est encore faible. Oui. Penses-tu que ça peut changer le statut de Mike Madison, qui est joueur autonome en 2026? Parce que là, c'est pas comme s'il bloquait quelqu'un en ce moment, là. Il bloque personne. Longtemps, moi, j'ai dit que Madison devait être échangé alors que sa valeur était la plus élevée afin de continuer à accumuler les actifs. Ouais. Le problème, c'est que je crois que la valeur de Madison, c'est l'été passé qui était le plus élevé. Ouais. Fait que le train, il est passé. Alors, à ce moment-là, si Madison te rapporte, je sais pas moi, un choix de fin de première, mais que tu es prêt à le signer, mettons, il est prêt à signer, je sais pas moi, 5 ans, 5,5 par année, Ouais. mettons. Tu le gardes. Ben oui, parce que c'est un joueur, je pense, qui va bien vieillir. Ouais. Puis encore là, à 5,5 sur 113 millions, ben là, ça devient 4,4% du plafond. Ouais. Fait que c'est pas la même chose. Puis comme tu dis, c'est ça, la relève. Mais tu sais, ils ont encore un an pour voir qu'est-ce qu'il va y avoir avec Reinbacher. Est-ce que Engstrom va continuer à bien se développer? Il n'est pas pire, Engstrom. Pas pire. Oui, mais Pas pire. ça peut être un 6. Bon, là, qu'est-ce qui arrive avec des gars comme David Savard? Est-ce qu'il revient, est-ce qu'il ne revient pas? S'il revient, il revient à court terme. Caden Goulet, est-ce qu'il va continuer à être blessé? Struble, c'est-tu vraiment un joueur de la Ligue nationale? Ouais, ça, c'est vraiment... Ouais. Non, mais il y a toujours des points d'interrogation, mais que tu as un an pour faire le triage de tout ça, avant de décider. Parce que, tu sais, à l'attaque, là, disons, là, avec ce qu'il y a comme élément, puis avec Edge qui s'en vient, tu sais, c'est moins... Dans un an, si Patrick Laine veut encore 8 millions, c'est plus facile de dire bye, il y a des gars qui s'en viennent. Madison, on n'a pas encore, à moins qu'il y ait une grosse récolte au repêchage cette année. C'est le genre de gars qui peut être avantagé par la situation s'il veut continuer à jouer dans sa ville. Oui, et puis n'oublie pas qu'un gars comme le repêchage de cette année, admettons que le Canadien va chercher un défenseur avec son premier ou son deuxième choix. Ouais. OK? Autre que Matthew Schaefer. C'est un gars qui est à 2 ou 3 ans de jouer à Montréal. C'est qui le meilleur après Schaefer pour le fun? Parce que là, le Canadien est rendu 11, là. On déborde un peu. Écoute, il y a un gros écart, mais il commence à avoir un buzz autour de Radim Mertka. Comment? Répète donc le nom. Mertka. Radim Mertka. 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 M-R-T-K-A. Okay. Mertka, on prononce comme s'il y avait un E. Lui, il joue à Seattle. C'est un gars qui avait commencé l'année en Tchéquie et il avait été repêché par Seattle au repêchage européen. Et là, il y a 24 matchs de jouer. Il est arrivé à l'automne. Il a 22 points. Puis, je l'ai beaucoup observé dernièrement. Tu sais, je te dis pas que c'est... Il est loin de Matthew Schaefer. Mais c'est un défenseur de 6 pieds 6. Oui, ça, c'est ce que j'allais te demander. C'est ça, qui patine et qui pourrait combler pas un vide chez le Canadien, mais dans n'importe quelle brigade défensive, ça te prend un équilibre. Tu peux pas avoir 6 Lane Hudson, tu peux pas avoir 6 Herbert Jokai, tu peux pas avoir 6 Madison. Non. Ça t'en prend un Tchak à peu près. Fait qu'offensivement, c'est Offensivement, fort. Là, offensivement, je te dirais, pour la Ligue nationale, il est pas pire, mais c'est surtout sa présence sur la glace et son jeu défensif. Puis là, tu vas me dire, oui, un défenseur en première ronde. C'est pas un défenseur défensif, c'est un défenseur complet. C'est toi qui vas dire ça, pas moi. moi. Oui, c'est moi qui vais le dire. Je te dirais que c'est un défenseur complet qui peut appuyer l'attaque. Alors, c'est un exemple que je te donne. Un Goulet, genre, là, en plus gros. En plus gros, puis je te dirais un petit peu meilleur offensivement au même âge. Au même âge. Bon. OK. Alors là, tu regardes un gars comme ça, puis tu dis, mettons, le Canadien l'a choisi. Il est quand même à 3 ans près de jouer. Un gars de 6 pieds 6 qui n'est pas développé physiquement,
c'est pas un joueur qui va jouer l'an prochain ou dans 2 ans. C'est un joueur qui a besoin de 2 ans junior, puis après ça, 1 an à Laval. Ben là, on est rendu en 2028. Mais disons que le Canadien fait du surplace, là. Ouais. Écoute, je n'ai pas entendu parler avant, là. Ouais. Est-ce qu'il serait libre à 11, avec tout le bien que tu en dis? Autour de ça. Moi, je pense qu'il va sortir autour de ça. Il va sortir peut-être en 8 et 15, 9 et 15. OK. Bon, écoute, ça me... C'est un exemple. J'ai là. un buzz? C'est un exemple. Buzz? T'as-tu un buzz, toi? Ouais, je touche toujours un peu buzzé. Non, c'est pas ça que je veux dire. OK, De c'est intéressant, ça. de toute façon, je te parle de Merca, mais dans notre épisode de Patreon, où on prend les questions bonnies des auditeurs, il y avait justement plusieurs questions sur Merca et je vais le développer en profondeur sur mes observations des OK. derniers jours. Bon. Alors, Puis, alors, c'était peut-être un aperçu de Merca dont on va sûrement reparler beaucoup d'ici la fin de l'année. Et style canadien, est-ce que tu le choisis avant ton chouchou? Carter Bear? Oui. Non. Ah non? OK. Non. Fait que tu choisis vraiment en fonction du talent et non pas des besoins. Carter Dans ce Bear, cas-là. Carter Bear, là, c'est quelque chose, Carter Bear. Ah oui, hein? Oui, c'est quelque chose, Carter Bear. Bon. OK. Fait que, alors, c'est ça. Alors, si on continue un petit peu chez le Canadien, Oui, s'il te plaît. ben, ça fait en sorte que, tu sais, quand est-ce que le Canadien doit utiliser justement ce 50 millions-là pour donner un gros coup et aller chercher? Est-ce que le Canadien, exemple, à l'été 2026, si Kaprizov se rend là, s'il se rend à l'autonomie, ce dont je doute, parce que Minnesota va libérer 14 millions sous le plafond avec l'expiration des fameux rachats de contrats de Parisien et Ouais, Sutter. moi, je prends McDavid avant. Oui, moi aussi. Mais McDavid, je pense qu'on va oublier ça, là. Mais est-ce que le Canadien pourrait aller chercher un gars comme ça, par exemple, avec... Ou est-ce qu'ils se disent, ben, ça risque d'être un mauvais contrat? Est-ce que c'est encore trop tôt? Est-ce que tu dis, ben, le gars va avoir 29 ans à ce moment-là? Tu sais, il y a toutes sortes... Sauf que si, à un moment donné, tu dis, ben là, on est presque prêt à gagner, le plafond monte, puis là, tu dis, ben, à un moment donné, quand même qu'on lui donne un 15 millions, si le plafond est à 113. Tu sais, T'as-tu la liste, toi, des joueurs autonomes en 2026? Moi, je veux un défenseur. Toi, tu veux un défenseur. Parce que là, il y en a. Demidov s'en vient. Je sais qu'il va être encore jeune. Kaprizov, c'est très bien. Moi, je pense que le Canadien, pour passer à l'autre étape, ça te prend un Top Gun, là. Ben, le contrat de Quinn Hughes achève, là. Non, mais là, ça prend un grand format, là, pour complémenter ce que tu as en place, là. Ouais, écoute, ça, c'est... Moi, là, je suis pas un gros spéculateur sur les futurs joueurs autonomes. Il n'y en a pas, là? T'en vois pas? Parce que ça... Tu sais, on parle d'un joueur, puis à un moment donné, boum, il re-signe avec son Ah équipe. oui, c'est sûr. Mais juste pour nous mettre l'eau à la bouche, là. Mais Ben, sinon, il y a. 26-27, là. Tu sais, Kent Hughes, la semaine dernière, nous a dit qu'il y avait beaucoup de choix en banque. Ouais. Vous pensez pas qu'il pourrait l'utiliser pour faire un offre hostile? Sopag, là... Là, tu viens de piquer ouais. son intérêt. Oui, Sopag, oui. Puis encore là, il y aurait des options. Il y aurait des options à venir. Moi, c'est laquelle je pense. C'est Noah Dobson. Ah! Là, on parle. Wow. Là, on parle. Puis connaissant Lou Lamoriello, Oui. Là, on parle de qui Noah n'est Dobson. pas un grand payeur. Oui. Ah! Puis là, ça peut devenir un moment où, oui, Noah Dobson, admettons, là. Bon, C'est quand, là, Noah Dobson? Noah Dobson, là, c'est ma mémoire est bonne, c'est cette année qu'il devient joueur autonome avec restriction. Alors, on va regarder ici. Hey, on commence à avoir du fun à soir. Hein? Ouais, Je commence à parler, là. Oui, c'est cet été. Bon, Noah Dobson gagne 4 millions en ce moment. Si le Canadien lui fait une offre hostile entre 9,16 millions et 11,45 millions, ça coûte 2 choix de première, un choix de 2, un choix de 3. OK. Et l'avantage, c'est que le choix de première, c'est pas celui de 2025. C'est 2026. 26 et 27. OK. Écoute, je pense Ouais, pas hein? que... Écoute, c'est sûr... Puis je pense que moi, ce que je ferais, là, c'est que... Ben, ça dit non, tu peux pas le protéger. C'est ça le problème. C'est que... Écoute, c'est sûr que si c'est un choix qui gagne la loterie, puis c'est Gavin McKenna, là, c'est terrible. Oui, mais... Mais le Canadien, je pense pas, va se retrouver avec des pourcentages très élevés de probabilité. Et là, les Islanders vont être en reconstruction. Ça va peut-être être à leur avantage. Au lieu d'avoir... Lui, il va avoir quoi, 25-26? Oui, c'est ça. C'est un gars né en 2018, donc il est né en l'an 2000.
Il va avoir 25 cet été. Tu Fait peux que pour- facilement lui donner un 7 ans. Un 7 ans à Mais, écoute, 11 millions. mais pour un club en plus comme les Islanders qui vont être en reconstruction, que ça va prendre du temps, Dobson leur servirait à quoi? À moins qu'ils réinitialisent. tu sais. Oui, le problème, c'est que Dobson, c'est le genre de gars qui est situé un peu entre les deux. À 25 ans, pour un jeune défenseur qui n'a pas trop de millage, tu le gardes. S'il y avait 28, Oui, c'est mais une autre c'est une histoire. offre hostile. Oui, mais c'est Tu ça. n'auras pas les 2 choix de premier tour, puis les... Oui, mais là, les Highlanders... Puis, ben, c'est sûr que les Highlanders, ils sont un petit peu mal pris dans le sens que ils ont encore des joueurs qui sont... je regarde là, leur masse salariale l'an prochain. Bon, c'est sûr que Brock Nelson, Kyle Palmieri, ça va libérer 11 millions. Ouais. Est-ce que c'est l'argent qui va aller à Dobson? Peut-être. Parce que pour le reste, ils ont Barzal à 9, 8,5 Boervat, 7 millions Andersley, 5 millions Pajot, 6 millions Pollock, 5,7 millions Pelech et le gardien de but Sorokin à 8,2. Ils sont serrés. Mais là, le plafond augmente et ils vont libérer 11 millions. Ça m'étonnerait qu'ils s'égalent pas l'offre, mais est-ce que la Moriello vous voudrait donner 7 ans, 11 millions à Noah Dobson? C'est Ça, drôle je parce pas d'avance. que, tu sais, Pag, il cherche tout le temps des titres après, puis Ouais. j'ai les réflexes souvent, même pendant l'émission, de penser à des titres, puis là, je viens de changer de titre 4 fois, là. Là, il y avait Madison, il y avait, c'est quoi dans le buzz? J'ai dit, j'ai un buzz, là. C'était quoi, mon premier buzz? Il y a eu beaucoup de buzz. Merca. Oui, mais Radem Oui. Merca. Ouais. Là, il y a Dobson, et écoute, t'arrangeras que le titre, là, il y en a plein. Ben, je pense que Dobson, ça me tient bon parce qu'on n'a jamais parlé. Puis, tu sais, l'année prochaine, là, c'est pas farfelu de penser que le Canadien ne sera pas dans le fond de la cale avec Demidov. Là. C'est quand même... Ben, c'est ça. Moi, je pense qu'en 2027, le Canadien a une chance de faire les séries. Et s'il ne fait pas les séries, ils vont être plus proches des séries l'an prochain Ouais. qu'ils ne vont l'être cette année. Mais oui. Alors, je ne verrais pas un gros risque, moi, comme je t'ai dit, à moins de rater les séries, avoir 0,5% de gagner la loterie, puis faire comme une équipe, c'est arrivé au basketball, ils gagnent le premier choix. Ouais. Mais là, même là, regarde, tu peux juste monter de 10 rangs à la loterie. Donc, il faudrait que le Canadien soit dans le top 11, ben, ou le bottom 11 là, de la cave pour gagner le premier choix. Et là, ça te fait Ben ouais. Dobson, Reinbacker, Carrier, à droite. Oui, pour le moment, oui. Puis à gauche, ça te fait Goulet, Hudson et Madison s'il reste. C'est ça. Alors, écoute, on spécule, C'est mais... solide. On spécule, mais moi, puis tu sais que j'aime pas spéculer Ouais. sur ces affaires-là, mais je l'ai fait parce que Saint-Louis l'a fait l'été passé. Ouais. Mais tu sais, Madison puis Carrier sur une troisième paire, t'es rendu pas pire, là. Oui. Fait que Madison, ses gaffes paraissent moins, tu sais, puis il affronte la Puis troisième paire de même, l'autre tu peux défenseur. mettre Ben oui. Reinbacker pour un an ou deux avec Madison sur Ouais. une paire. T'as plus de troisième paire non plus, là. Ça Mais- commence à être le fun. Mais tu sais, ça s'est fait. Saint-Louis l'a fait. Ils sont allés chercher 2 joueurs clés Ouais. avec les offres hostiles. Hey, Holloway est en feu encore, oui, là. et d'après moi, c'est une ligue de copieurs, la Ligue nationale. Ouais. Il y a du monde cet été qui vont se dire, on va le faire. Ils vont regarder la C'est sûr. situation des équipes, puis ils vont dire, celle-là, on peut frapper. Ben, c'est pas une des explications qu'on a trouvées aussi pour Chicago, qui sont revenus chercher leur troisième choix, leur choix de troisième ronde. Là. Il y en a qui parlaient qu'ils voudraient aller chercher Mitch Marner avec Ouais, leur choix. et ils ont besoin de donner un choix de 1, un choix de 2, un choix de 3. Sauf que, Pag, il y a une chose, cependant. Mitch Marner va commander plus que 11,45 millions. Puis, tu sais, Puis, Mitch Marner, non, mais n'oublie pas, Mitch Marner, il est autonome sans restriction. Alors, lui, il n'a pas besoin de choix. et là, tu Ça serait pour ouais. quelqu'un d'autre. Et là, tu te dis Marner qui a quel âge, là? Marner, 27, 28? Il va avoir 28 à l'été. Ouais. Puis, tu sais, tes Blackhawks qui sont encore loin, là. Fait que quand les Blackhawks deviennent bons, Marner a 32. là. Moi, je pense que Chicago, là, de la façon que c'est parti, moi, j'avais beaucoup aimé leur démolition. J'aime pas bien la reconstruction, honnêtement. Puis j'ai l'impression qu'ils vont faire une niaiserie cet été. Oui, mais ça, c'est comme dans les travaux, là. Disons, là, tu t'en vas chez vous, là. C'est plus facile de démolir que de reconstruire, tu sais. C'est la même affaire avec le hockey. Oui, mais... Donne-moi une massue, là. On va te faire une Christie de belle job. Oui, sauf que quand tu démolis une équipe, tu vas quand même chercher des actifs en retour. Alors, c'est un petit peu comme si tu démolissais la maison, que tu allais magasiner Ouais. quelque chose de pas pire à quincaillerie. T'as pas acheté encore, t'as l'argent. Oui, t'as pas l'argent. acheté. T'as Tu peux l'argent, acheter des mauvais puis matériaux. Tu t'achètes des mauvais matériaux, exactement. Fait que ça. c'est facile de C'est démolir. ça. Bon.
Ça, tu n'as pas besoin de le garder comme titre. Les matériaux. Hey, on a... C'était le fun. J'ai eu du fun. Oui. Avez-vous eu du fun? Ça continue. Il y a eu 4 échanges la semaine passée. Bon, ben ça va être ça après la pause. Processus. You win! Avec Mathias Brunet et Simon Snake Boisvert. Bon, écoute, juste revenir à notre balado de la semaine dernière. Oui. Et l'enregistrement avec Kent Hughes qui a remplacé finalement notre section Bonnie pour les abonnés Patreon. Oui. D'ailleurs, un souper qui a été tiré tantôt avec Olivier, Ok. qui est en train de communiquer avec les gens là, pour les nouveaux abonnés. Oh. Ça, juste préciser, il y en a qui ont mal réagi. Là. C'est un souper supplémentaire qui a été offert. Là. Oui. Ça ne change rien. Il y a déjà 2 soupers qui ont été tirés. Il y en a 2 autres qui s'en viennent. Et pour ceux qui nous écoutent, qui ne sont pas abonnés, l'épisode complet avec Kent Hughes, disponible vendredi. Pour tout le monde. Pour tout le C'est monde. ça. C'est ça, pour tout le monde. Simon, Oui. encore une fois, l'actualité du hockey nous sert vraiment très bien cette semaine. Mhm. Il y a eu beaucoup d'échanges, Oui. beaucoup d'échanges intéressants. Mhm. Des vendeurs et des acheteurs déjà à l'œuvre. Je ne sais pas par où tu veux commencer, mais ça va être juste intéressant de voir par quoi tu commences. Ben, il y en a 2 qui sont interconnectés, alors je vais les garder pour la fin. Je vais commencer par mon échange préféré. Oh! Celui entre Dallas et San Jose. Ah! Tu devais t'en douter. Non, je pensais que... Mike Greer, là, lui, il a compris comment ça marche, une reconstruction. Il l'a compris. C'est pas ceux-là qui sont connectés, mais je te reviens avec ça après. Là, Vas-y. lui, là, il y avait Mikael Granlund, qui est le meilleur joueur des Sharks. Ouais. Depuis 2 ans, il est bon, Mikael Granlund, mais si c'est Meilleur ton meilleur compteur. joueur, meilleur compteur, mais Ouais. il est bon, Mikael Granlund, mais si c'est ton meilleur joueur, là, ben, en tout cas, on a vu où sont les Sharks au classement. Sauf que c'est un gars que les Sharks avaient obtenu lors de l'échange d'Eric Carlson. Alors, ils obtiennent un premier choix pour Eric Carlson, et Pittsburgh les implore de prendre le contrat Ouais. de Granlund. Granlund devient leur meilleur pointeur, et là, Mike Greer les refile à Dallas avec Cody Ceci, Ouais. un autre signature, un autre échange de tu sais, Edmonton qui a largué du salaire. Exact. Et on va chercher un premier choix et un 4e choix. Bon, là, il y avait des gens qui disaient, des fans des Sharks, je lisais ça, il faut garder Granlund, ça prend des vétérans pour encadrer les jeunes. Bla, 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 bla. Ça, là, ça fait 1000 fois que je l'entends, Mathias. Je me le fais dire. Je passe pour le gars qui veut pas avoir de vétérans dans une équipe. Ce n'est pas vrai. Ah non. Puis joueur Ce n'est autonome pas sans vrai. compensation. C'est ça. Parenthèse, s'il te plaît. Oui. Juste une parenthèse, Vas-y. si tu me permets. Vas-y. Donc, ça fait Sam Dickinson, Oui. un choix de premier tour dans l'échange de Carlson. Oui. Donc, mets-toi dans la perspective de Pittsburgh. Tu pars peut-être potentiellement... Écoute, Granlund n'aurait probablement pas produit comme ça à Non, Pittsburgh. non. Mais ils l'ont eu pour un choix de premier tour, Pittsburgh. Rappelle-toi Oui. de Nashville. Oui. Fait que là, tu perds potentiellement peut-être un choix de premier tour. Oui. T'en as donné un Oui. aux Sharks pour aller chercher Carson. J'ai pas fini. Tu donnes un choix de 2 aux Canadiens pour ramasser Petrie et de Smith. Oui. J'ai pas fini. Canadiens ramassent des choix de 3 et 4 pour DeSmith et Petrie. Oui. Fait que t'imagines la quantité de choix que les Pingouins ont Alors, c'est pour ont ça, lancé par la c'est fenêtre. pour ça que quand on regarde le classement et qu'on va voir le classement des prochaines années, ça va être une des explications pourquoi Pittsburgh va être à queue. Parenthèse terminée. Bon. Alors, vois-tu, l'idée des vétérans, moi, je suis tout à fait d'accord que les Sharks ne peuvent pas avoir 12 attaquants de 21 ans. Je sais tout ça. Sauf que lorsque tu as un gars comme Granlund, qui est joueur autonome sans compensation, qui a 32 ans et qui vaut un choix fin première ronde, échange-le et va en signer un autre joueur autonome, vétéran. Tu vas en trouver quelqu'un à un moment donné. Les Sharks sont faits l'été passé en signant Tyler Toffoli pour un contrat Exact. raisonnable de 4 ans. Mais alors, il ne faut pas s'attacher à ces joueurs-là, toujours en disant oui, mais il est bon avec Celebrini. Écoute, Surtout à 32, là. à 32. Alors, Greer a compris ça. Il maximise ses actifs parce que lui, il réalise, il regarde comment il est après bâtir, puis il se dit j'ai pas mes 10 joueurs d'impact encore. Alors, il accumule les actifs. C'est toi qui y as dit. À les Mike 10. Greer? Ouais. OK. Ouais, non. En tout cas. En tout cas. Mais en passant, le frère de Mike Greer a été directeur gérant des Dolphins de Miami. Ben, hey, Oui.
Alors ça... Quelle révélation. Ouais. Alors ça... Quand Greer a pris le poste à San Jose, il n'y avait pas d'expérience. Mais son frère avait été directeur gérant dans la NFL. Coudon, je suis un nono. Je suis le seul à pas savoir ça. Puis les auditeurs vont dire, Coudon, tu savais-tu ça, toi, Pag? Ben non, mais c'est pas nécessairement mon premier sport, la NFL. Ben voilà. Ben quand même. Non, peut-être qu'il y a de nos auditeurs qui suivent la NFL de près qui vont le savoir. Savent. Ah oui. Bon. Ensuite, le deuxième échange, avant d'arriver aux deux échanges interconnectés, c'est celui entre les Flyers et Calgary qui a fait sourciller beaucoup de monde. Pourquoi? Parce que, en apparence, les Flyers donnent deux joueurs qui étaient devenus pratiquement des meubles, Morgan Frost et Joel Farabee, contre un joueur qui est autonome à la fin de la saison et dont le rendement a vraiment chuté par rapport à sa première année. On parle ici de Kuzmenko. Kuzmenko, il avait besoin de Elias Pettersson pour y faire de ses jeux. Parce que la minute qui est partie, ça a vraiment tombé. C'est un joueur qui est vraiment pas vaillant. Je vois pas comment Philadelphie et Tortorella vont vouloir le garder. Je pense que c'était simplement pour équilibrer les salaires. Ouais. On va chercher Jacob Pelletier. Jacob Pelletier qui a quand même produit au rythme de 11 points en 24 matchs. Je ne sais pas si Jacob Pelletier peut s'établir dans la Ligue nationale, dans le sens que c'est un joueur habile, mais ça demeure quand même un petit joueur qui a pas un coup de patin incroyable. Alors lui, mettons, je pense pas qu'il soit un élément clé de l'échange. Probablement que le meilleur actif que Philadelphie va chercher, c'est le choix de deuxième ronde en 2025. Donc, pourquoi Philadelphie a fait ça? Moi, je pense que Philadelphie a fait ça pour se libérer à long terme de Frost et Farabee. Il ne faut pas oublier que Farabee était sous contrat jusqu'en 2028. Frost, je pense qu'il devient joueur autonome sans compensation s'il n'est pas re-signé en 2027. Donc, on est encore pris avec ces gars-là pour 2-3 ans. Là, on libère ces contrats-là. Kuzmenko, on oublie ça parce que lui, il ne revient pas. Alors, Philadelphie ajoute à sa banque de choix. 3 choix de première ronde, 4 choix de deuxième cette année. Donc, tu es d'accord 7 avec choix. cet échange-là? Moi, je suis d'accord avec cet échange-là. C'est sûr que Joel Farabee, c'est un peu un mal-aimé. Moi, je ne trouve pas si mauvais que ça. Faut pas oublier que cette année, il y a eu un pourcentage de réussite de seulement 8%. Et ça, c'est une anomalie. T'es chanceux. Tu viens juste de te rattraper parce que je t'attendais, là. Oui. Avec mon uppercut depuis Pourquoi? tantôt. Parce que tu les avais nommés dans les 10 joueurs d'avenir de Philadelphie il y a quelques mois. Farabee. Hey, elle était prête, là. Ouais. J'étais prêt à dégainer. Ouais. Il est venu J'aille pas Farabee. esquiver à la dernière minute. Morgan Frost, j'ai un peu abandonné dans le sens qu'il n'est pas super compétitif. Puis, il était vraiment là... à Philadelphie, on le fait toujours jouer contre des moins bons trios des autres équipes. Ouais. À un moment donné, quand un joueur est supposé être un pilier, tu peux pas le cacher tout le temps. Non. Alors, je comprends pourquoi l'échange a été fait. Je te dis pas que c'est un échange qui a fait trembler la terre de la Ligue nationale, là. Mais Philadelphie, je pense que c'est évident, on libère de la masse salariale. Est-ce que c'est pour aller signer un Rantanen ou un Marner? Je ne sais pas. Peut-être. OK. Bon. Finalement, les deux échanges qui sont interreliés d'une certaine façon. La semaine dernière, les Canucks de Vancouver, finalement, ont trouvé une façon de résoudre le problème des personnalités incompatibles de JT Miller et Elias Pettersson. Ouais. Et ça, vous le savez, les auditeurs, je ne suis pas dans les ragots. Ce n'est pas des ragots, c'est le président de l'équipe qui l'a dit. C'est sûr qu'il l'a confirmé, ouais. Qu'il l'a confirmé que les deux joueurs ne s'entendaient pas et qu'ils ne pouvaient pas coexister. Alors, on échange Miller à Vancouver. Et en retour, on va chercher un bon centre de troisième trio, Philippe Hill. On va chercher un défenseur de la Ligue américaine, ou à tout le mieux un 7e défenseur NHL, Victor Mancini. Et le premier choix des Rangers, protégé top 13. Donc, faut que les Rangers soient très proches des séries ou fassent les séries pour que le choix soit converti cette année. Ouais. Je comprends ce que Vancouver a fait. Ils n'ont pas le choix. Ils ont sauvé les meubles. Philippe Hill, c'est pas JT Miller. Pourquoi être un deuxième centre à Vancouver? Philippe Hill? Ouais. Ouais, peut-être. Mais ils se sont vraiment affaiblis. JT Blessé Miller, c'est souvent, un ouais. sacré bon joueur. Ouais. Là. Ouais. Et là, le premier choix top 13, ben là, il a été échangé à Pittsburgh. Dans le cadre d'un échange qui comprend 5 joueurs et un choix, mais en général, ce sont pas mal des pièces vraiment sans importance, si on peut dire. La pièce maîtresse, c'est le défenseur Marcus Pettersson. Oui. Marcus Pettersson, il est quand même autonome à la fin de l'année. Et là, on donne quand même un choix de première ronde pour.
On a probablement un feeling qu'on peut le mettre sous Oui. contrat à long terme. Alors, ça veut dire que JT Miller, grosso modo, serait échangé pour Philippe Hill et Marcus Pettersson. Et disons que tu réussis à garder Peterson. Oui. Est-ce que c'est un bon échange, finalement? C'est un échange où tu sauves les meubles, mais ce n'est pas un grand échange. JT Miller, ça demeure JT Miller. Même à 32, 31, 32? Oui, bien, c'est sûr qu'il y avait un long contrat. C'est sûr que peut-être que dans 3 ans, on va en parler et on va dire « Hey, ils ont-tu bien fait de s'en débarrasser? » Mais à ce moment-là, qu'est-ce que Hill puis Pettersson, dans les 2-3 prochaines années, va vraiment amener à Vancouver? Vancouver, là, je pense que la fenêtre, là, elle n'existe plus. Là. Il y en a déjà une, là? Ouais. Il n'y en a plus, là. Ah non, ils ont mis les... Ouais. Et là, Vancouver a l'air d'une équipe qui se destine au satané milieu de peloton. Comme tu les aimes. Oh là 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 là. Puis pas un milieu de peloton en montée ou en descente, là. Un milieu de peloton où t'es pris là. Mais là, j'ai un breaking news. Oui. Excusez-moi l'anglicisme. Vas-y. Je sais pas comment le dire en français. Ben, je veux dire, une nouvelle... De dernière heure. de dernière heure. Est-ce qu'on Une peut dernière. finalement dire que Carl Dubas a réussi un bon échange? Bon. Du point de vue de Dubas, on va analyser l'échange. S'il te plaît. Carl Dubas va chercher un premier choix. Lui, il doit espérer que les Rangers ratent les séries et que ce soit le choix numéro 14. Ce serait parfait. Parce que sinon, le choix est converti à l'an prochain. Et l'an prochain, est-ce que les Rangers vont encore être aussi ordinaires? Pas sûr. Ouais. Et là, il va chercher... il a donné Drew O'Connor, en plus de Marcus Pettersson. Ouais. Drew O'Connor a eu une bonne saison l'année dernière avec 33 points parce qu'on l'avait mis sur un top 6. Mais c'est surtout un joueur des avantages numériques et c'est pas une pièce très importante. En retour, Danton Heinen, qui peut facilement faire ce que O'Connor fait. Vincent Desharnais à la défense, qui peut remplacer, qui peut jouer sur une troisième paire. Et un espoir qui n'en est pas un, au cas où il y a des pouleurs qui seraient intrigués. Melvin Fernstrom, Ouais. choix de troisième ronde au dernier repêchage des Les Canucks? Très bon lancé. Très bon lancé. Ouais. Très bon lancé. Au-delà des 10 points en 24 matchs. C'est un mauvais patineur. C'est un joueur qui n'est pas compétitif. C'est un gars qui n'est même pas un bon fabricant de jeu. Alors, en bon québécois, quand on dit « il y a une shot puis c'est tout ». Alors, je on en doute. connaît un comme ça. Je doute que Melvin Fernstrom traverse l'Atlantique. Je pense que c'est un joueur qui va rester Ah oui. en Europe. Parce que ça s'emballe à Pittsburgh. Là. Alors là, Pittsburgh, là, c'est sûr que ça s'emballe. Avec Fernstrom, là. Oui. Ah oui? Parce que les gens l'ont pas vu. Ah, fait ils ont qu'ils vu les probablement statistiques de qu'ils sont l'année en train de passée. dire que- Ouais, les ouais. statistiques, là, dans son cas, là, c'est archi trompeur. Trompeur. Bon, Carl Dubas. Carl Dubas, écoute, c'est trop peu, trop tard. Écoute, c'est quand même fou. On en a parlé. Écoute, ça a été un des sujets de notre C'est balado fou la de semaine dernière. penser qu'il a obtenu plus pour Marcus Pettersson que pour Jake Gonzo. Ouais. Mathias, moi, il y a quelque chose qui m'a toujours fasciné. Tu sais, en général, moi, j'ai longtemps pensé que les directeurs gérants recevaient des offres, puis souvent, ils en recevaient 8, puis ils prenaient la mauvaise. Ouais. Moi, je pense que les échanges étant concoctés comme ils le sont en ce moment, on n'est plus dans le passé qu'on faisait des vrais échanges joueur contre joueur. Là, c'est toujours le joueur et son contrat, des choix. Alors, quand tu mets un gars comme Marcus Pettersson sur le marché, je pense pas qu'il y ait 10 000 possibilités. On t'appelle, on t'offre un premier ou un deux. Puis Gonzo, il était quand même Oui. convoité. Est-ce qu'il y a une question de timing? Moi, je pense qu'ils ont peut-être pris... Est-ce qu'ils sont allés... Ils ont pris moins Oui. pour avoir Bunting, puis une panoplie de gars qui sont bons dans la Ligue américaine, qui sont encore jeunes, mais... Est-ce qu'ils ont pris quantité par rapport à... Est-ce qu'ils ont pris de la quantité plutôt que de la qualité? Tu sais, ça on les a pas, les autres offres. On ne peut pas juger. Mais si les gens à Pittsburgh commencent à s'exciter avec cet échange-là, bien, ça prouve une chose, c'est que Gudobus les a déçus. C'est fou de penser. Puis je sais pas si tu m'as lu ce matin, Pag. Je sais Oui. que Simon m'a sans doute lu aussi. Moi, je t'ai lu. Oui. C'est quand même fou de penser que les Sharks et les Pingouins, tu sais, qui sont liés par l'échange de Carlson, Ouais. mais que les Sharks ont atteint le carré d'as en 2019 et que les Pingouins n'ont pas gagné le premier tour depuis 2018. Ouais. Les Sharks ont plus de succès récents que Pittsburgh et pourtant sont à des années-lumière en avance dans leur reconstruction. Et en passant, les deux finalistes de 2016. Imagine. Si ma mémoire est bonne. Ouais. Alors, il y a 9 ans, ces deux clubs-là étaient au sommet de la Ligue nationale. Puis là, c'est difficile, mais les Sharks, j'ai bien confiance. Et puis, ils sont 1 point en arrière de Chicago. Alors, mardi soir, on souhaite une victoire du Canadien.
pour que les Sharks restent là où ils sont. Oui, espèce Oui. de collabo. Matthew Schaefer. Un collabo. Matthew Schaefer à San Jose, Mathias. Non, il ferme les yeux en plus. Matthew Schaefer à San Jose. Aïe, aïe, aïe. Askarov d'un but, Schaefer à la défense, Celebrini à l'attaque. Écoute, c'est... Écoute, prends tes écailles puis va-t'en. Mais, petite précision, parce que bon, Ah. je reviens sur terre. Ouais. Mike Grier a beaucoup de travail à faire et c'est là qu'on va voir à l'étape suivante si c'est vraiment un bon directeur général. Écoute, mais il faut que ça soit une première dans l'histoire. 2 frères. Ouais. Un directeur général dans la NFL, un dans la Ligue nationale. Les parents doivent être fiers. Non, c'est... Quand tu y penses... Ça a là. été plus ou moins bien pour le frère Grier à Miami, mais Ouais. on va souhaiter que pour Mike, ça aille mieux. Bon, super. Trust the process. Trust the process. Simon, on est rendu à ton équipe de la semaine. Oui. Ben c'est ça, on fait le tour des équipes éliminées l'an dernier. Et dans l'ordre inverse du classement. Et là, c'est le Wild du Minnesota cette semaine. Perspective d'avenir, le présent, le passé. Ben, la perspective d'avenir, Kirill Kaprizov agent libre en 2026. Veux-tu te prendre une petite gorgée de bière? On dirait que... Oui, ça serait le fun, mais je vais prendre une gorgée d'eau. Bon. Mais je dis ça pour les nouveaux auditeurs, parce qu'il y en a sûrement des nouveaux depuis une semaine, avec Kent Hughes et tout ça. Oui. Alors, juste, c'est ça, on leur rappelle qu'il y a une fois par semaine, Simon... Oui, à un moment Parle donné, d'une équipe. j'ai plus de jus, mais j'en ai pris une Carlsberg en fin de semaine. Ouais. Oui, j'en ai acheté un petit 12. puis Est-ce je que la tu trouve t'es bonne. dit que c'était probablement la meilleure bière au monde? Ben oui, puis, mais surtout, c'était la bière de mon père dans les années 70. Wow. Parce que c'était une des premières bières importées qui est arrivée au Québec. Puis moi, ben, même si je ne buvais pas de bière à l'époque, j'aimais beaucoup le vert, c'est ma couleur préférée. Ah oui? Alors, la canette verte, écoute, c'est un peu la couleur du Wild du Minnesota. T'es né pour être un serpent, toi. Ben, regarde, mes chandails des Oakland. Écoute, j'aime le vert, là, je peux Même dire. Pag s'est mis en vert Ouais, aujourd'hui. c'est vrai, Colin. Excusez-moi d'avoir gâché la fête. Alors, revenons au vert, au Wild, oui. Ouais. Leur bel uniforme qui mettent quelques fois par année, qui ressemble à celui des North Stars. Il est beau. Wow. Il est beau. Vraiment. Ouais. Kaprizov agent libre en 2026. Il gagne 9 millions en ce moment. C'est certain que s'il continue à produire comme ça, probablement c'est un contrat qui va tourner autour de 14-15 millions. On devrait être dans le territoire de Leon Draisaitl. Est-ce que lui va vouloir rester dans un marché comme celui du Minnesota? Bonne question. C'est un très bon marché de hockey, mais est-ce que c'est nécessairement un endroit où lui veut vivre? Ça dépend. Puis les Mais- gros contrats de commandite, c'est pas New York, Los Non. Angeles ou... Non, mais c'est l'argent qui parle. Alors, à ce moment-là, il va aller où il va avoir le plus d'argent Voilà. à faire, ça, c'est sûr. Le Wild du Minnesota, qui sont dans une situation quand même assez bizarre depuis quelques années, et cette année, ils sont vraiment frappés fort. Ils ont racheté les contrats de Zach Parise et Ryan Suter. Ça, Bill Guérin, à un moment donné, a convaincu le propriétaire de Réparer la gaffe de Chuck Fletcher, Ouais. qui a sévi à... puis d'accepter, puis supposément que, d'après ce que Guérin disait, les deux gars, c'était pas ce qu'il y avait de mieux pour l'ambiance de l'équipe. Bon. C'est ce que Guérin avait laissé entendre. T'es d'un ragot, Simon. Non, je suis pas d'un ragot, c'est Guérin qui en avait parlé. Puis, ce que ça a fait, c'est qu'au cours des 2 dernières années, ça coûte 7 millions par année par joueur. Jusqu'à quand? Le rachat. Pour combien de temps encore? Là? Le rachat, il va jusqu'en 2028, mais c'est vraiment la dernière année que le rachat coûte cher, 7,3 millions. Donc, il y a 14,7 millions en ce moment qui est complètement perdu. C'est de l'argent complètement perdu. L'année prochaine, ça tombe à 1,6. Alors, l'année Ah, prochaine, c'est correct. puis les années d'après aussi? Oui, 1,6 jusqu'en Ah, bon, 2028. ok. Alors, ils sont corrects après ça. Mais là, ce qui est fascinant, c'est que le Wild se soit maintenu aussi bien avec 14 millions que tu ne peux pas utiliser. Ouais. Fait que ce que ça a donné, ben, ce qui les a aidés, je pense que c'est... On l'a vu au Centre Bell la semaine dernière, c'est le jeu d'ensemble. Hein. Ouais. C'est pas... Kaprizov n'était pas là, puis malgré tout, on voit que c'était une équipe... C'est une équipe qui est bien dirigée, c'est une équipe qui va tirer le maximum d'un talent global, je te dirais, assez moyen. Et l'échange de Faber aussi dans le contexte Oui. de la Oui. collectif. Mais Ça, ça, c'est c'est un sûr. cadeau du ciel. Tu vas chercher Ogren en plus, que tu as repêché au premier Oui. tour pour Kevin Fiala. Ça a été un coup de génie. Oui, puis à ce moment-là, il y en a bien qui De disaient Belguerin. pourquoi ils ont donné Fiala, c'est un bon marqueur. Le problème, c'est que Fiala, c'est un joueur à sens unique. C'est un Thomas Tatar à son meilleur. Après ça.
Alors, Matthew Boldy, qui est avec Kaprizov, le pilier de l'équipe, à 7 millions, qui est encore sous contrat jusqu'en 2030. Alors, lui, c'est correct. Eriksson Ek à 5,2 millions jusqu'en 2029. Et puis, il y a des joueurs de soutien qui sont encore sous contrat pour quelques années, 3 à 4 ans. Marcus Foligno, Jakob Drenin, Frédéric Gaudreau, des gars qui font bien leur travail pour un prix raisonnable. À la défense, Jared Spurgeon encore jusqu'en 2027, 7,5 millions. Spurgeon, 35 ans, c'est cher. Ouais. Ça, c'est cher. Jonas Brodin, encore jusqu'en 2028, 6 millions. Très bien. Et Jacob Middleton, à 4 millions, on a prolongé son contrat jusqu'en 2029. C'est correct pour un joueur de ce calibre-là. Et Brock Faber, qu'on a quand même signé à 8,5 jusqu'en 2033. Ça, c'est probablement le coup de maître. Il y a beaucoup de joueurs, je trouve, dont on ne parle pas assez. Oui. Regarde, tu viens de nommer Brodin, qui est un des défenseurs les plus sous-estimés de la Ligue. Oui. Faber a-t-il toute la reconnaissance qu'il devrait? Eriksson Ek avait une carrière à la Kotkaniemi jusqu'à 24 ans. Là. Oui. Puis après, c'est la grâce qu'on souhaite aux Hurricanes. Boldy a été choisi quoi? 10e, 11e ou 12e? Écoute, t'espères pas encore que Kotkaniemi... Non. OK, je te dis. c'est beau. OK, c'est beau. Tout va bien. Tu sais, Boldy, là, on en parle-tu comme c'est le meilleur attaquant de puissance de sa génération? Il y a plein de gars sous-estimés au Minnesota. C'est parce que Boldy, sais-tu qu'est-ce qui est arrivé? Ça, je fais une parenthèse oui, ici. s'il te plaît. On parle de recrutement. Lui, il vient de la fameuse année Jack Hughes, Cole Caulfield, et Trevor Zegras et compagnie. Alex Turcotte et Alex compagnie, Turcotte. Alors, Zegras, Turcotte, Hughes ont été choisis avant Boldy. Ouais. Boldy a été pris avant Caulfield. Matthew Boldy, tu regardais la liste, ce gars-là, puis, OK, il est bon. C'est un bon joueur. La preuve, c'est que s'il avait été une star, il serait sorti top 3, top 4, top 5. Puis tu te disais, OK, c'est bien. Et c'est le genre de joueur que, arrivé dans la Ligue nationale, il devient meilleur, mais pas parce qu'il a amélioré un défaut, tout simplement parce que ses qualités ont été amplifiées. Parce que souvent, c'est ça, là, tu vas voir, je m'en vais avec ça. Souvent, on voit un jeune, puis on se dit, je vais te prendre l'exemple de Brad Lambert, qui est retourné dans la Ligue américaine. Moi, Brad Lambert, je disais, super talent, mais, écoute, invisible, il se traîne les pieds le 3/4 du temps. Puis là, les analystes disent, s'il peut améliorer son intensité. Ouais. L'intensité, là, c'est dur à je m'excuse, là, c'est dur à améliorer. Ouais. Matthew Boldy, c'est pas des défauts qu'il a améliorés. C'est que Matthew Boldy, il est simplement devenu il est devenu un vrai cheval de course. Ouais. Alors, il avait l'air d'un gars qui... Tu sais, bon joueur de deuxième trio, il est habile, il peut faire des points. Mais là, il est devenu c'est une machine. Et rappelle-toi, son début de carrière à NCAA, c'était pas fort non plus. Non, c'est ça. Mais il n'y avait pas de défaut comme tel. C'est juste que tu peux penser qu'il avait atteint un certain plafond de potentiel, mais là, oups! Et je pense que c'est important de noter aussi, tu l'as peut-être dans tes notes aussi, mais je vais le dire au cas, que l'ancien recruteur des Canucks, Judd Brackett, qui a repêché Elias Pettersson, Quinn Hughes, entre autres. Oui. Lui... Brock Besser. Ouais. Bill Guérin est allé le chercher de Vancouver parce qu'il y avait un conflit entre Brackett et l'ancien directeur général Jim Benning à Vancouver. Fait qu'il y a ça aussi. Oui, d'ailleurs, on va en parler en conclusion du bloc, on va parler de l'avenir. Mais c'est ça. Et, tu sais, un genre de petit trouvaille à 1 million, là, OK? Et puis là, tu vas dire, bon, franchement, Snake. Declan Chisholm à 1 million, là, en défense, là, pas mauvais. Puis Middleton, qui est bon. Oui. Puis Zuccarello, il a-tu 44 ans? Ça je peux pas. Matt Zuccarello, là, il est increvable. Puis c'est un autre dont on parle pas assez. 4 millions, 37. Puis quand il avait été signé, on avait dit, pourquoi il est fini, il y a 30 quelques années. Non, à Dallas, il était encore... Tu sais, des genres de gars, là, chaque fois qu'ils sont sur la glace, tu les vois. Ils sont fatigants. Ouais. C'était un partisan de l'autre équipe, là. Ils sont fatigants. Puis il est encore bon. Alors là, bon, évidemment, un gars, moi, que je pense qui est devenu meilleur que je croyais, je l'avoue, Marco Rossi. Oui. Bien meilleur que je pensais. Ouais. Moi, je te dis souvent, est-ce qu'un gars de 5 pieds 9 peut être un centre numéro 1 dans une équipe? Championne.
écoute, je ne sais pas si Marco Rossi qualifie de centre numéro 1 en ce moment. Je dis non, mais il y en a pas moins qu'il est meilleur que je croyais. Moi, Marco Rossi, tu m'aurais dit à ce moment-là qu'il finirait sur un 3e trio, puis j'aurais pas été surpris. Là, on voit que Marco Rossi est un solide top 6. Un choix de bracket, ça. J'imagine, il a-tu le temps d'arriver, lui? Faudrait vérifier. Je crois que oui. 2020, oui, hein, oui. ouais. Puis même, ça m'avait surpris. Puis j'avais dit, pourquoi Brackett prend Rossi? Puis Brackett, je l'aimais à Vancouver. Tu sais. Ouais. Bon, chez les gardiens, ben ça, c'est vraiment, on est vraiment dans le court terme. Marc-André Fleury qui prend sa retraite, présumément à la fin de l'année. Et Philippe Gustafsson qui est juste 26 ans, mais il va être agent libre en 2026. Lui, je crois qu'il était là, et là, je fais le lien vers les espoirs. C'était supposé être Jesper Wallstedt, leur gardien. Puis, Pag, tu sais, quand on parle de gardien, moi, je te dis souvent que c'est de la sorcellerie prédire un gardien. Ouais. Je sais que des fois, quand je dis ça, des gens comme toi vont confondre puis vont se penser que des gardiens, c'est de la sorcellerie puis ça sort de nulle part. Non. Je sais qu'il y a un aspect psychologique, je sais qu'il y a un aspect confiance, il y a un aspect technique et tout. Ça, je ne nie pas ça. Puis d'ailleurs, on peut en parler tout de suite. Tu as fait un podcast, Patreon. Parle-nous un peu de ton podcast Patreon. Un épisode Bonnie? Oui, un épisode Bonnie. T'es allé en mission spéciale? Ben c'est ça, je voulais juste mettre un peu de contexte, comme tu dis. Je voulais pas te mal citer, là, mais en fait, je voulais mettre un peu de contexte sur la citation comme quoi c'était vraiment difficile de prédire l'avancement d'un gardien de but. Puis, donc, je suis allé à la rencontre de Pete Fry qui nous a permis de jaser pendant 1 heure sur le développement, surtout mental des gardiens de but, parce que Pete Fry, c'est un coach psychologique. C'est le coach de Jacob Debesch et de Kaden Primo. Pag? Oui. L'as-tu cuisiné? Non, c'était Wow! à mon tour. Non, pas là. toi. Pas toi aussi. Non, mais c'était à mon tour d'y rendre l'appareil. Oh là 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 là. Écoute, c'était vraiment une rencontre super généreuse. Ouais. Comme je dis, c'est le coach mental de Dobesch et de Primo, puis il nous donne vraiment des beaux insights sur son travail avec ces gars-là. Puis aussi, comment lui, il s'est rendu là. C'est un ancien gardien de but qui a été repêché par les Devils du New Jersey, qui n'a jamais réussi à percer donc, dans la Ligue nationale. Mais bref, c'était vraiment super intéressant. Puis c'est un aspect, je trouve, qu'on parle pas souvent, les coachs psychologiques. Fait que ça va être un épisode dont tout le monde va pouvoir se retrouver adepte de gardien ou pas. Donc, c'est disponible pour les abonnés? Ça va être disponible, en fait, on pourrait décider quand maintenant. Mais Ben, probablement, décide donc. ça pourrait être vendredi. Vendredi? Ouais. C'est combien de temps, là, l'épisode spécial? 1 heure. Et ça, Pag, c'est un Bonnie du Bonnie. Oui. Parce que ça ne change pas notre épisode Bonnie où on répond aux questions des gens. Exact. Alors toi, tu vas le mettre par-dessus. Fait qu'il va y avoir deux épisodes, 2 Bonnie vendredi. OK. Ouais. Boom! Ouais. Parfait. Grosse Bon. fin de semaine. Bravo. Alors c'est ça, ça m'amène à Jesper Wallstedt. Ouais. Jesper Wallstedt en choix de première ronde, gardien de but, ça devient de plus en plus rare. On le disait, une future vedette, possible, etc., etc. Là, il est rendu à 22 ans. Il y a eu 2 bonnes saisons dans la Ligue américaine. Moi, je l'ai bien aimé. On l'a rappelé un peu au Minnesota. Ça a été difficile, quelques matchs. Mais là, on se disait, OK, là, Fleury, une autre année, il va prendre sa retraite. Puis l'année prochaine, Wallstedt embarque avec Gustafsson. Puis l'année d'après, quand Gustafsson s'en va, Wallstedt prend le filet. Je suis plus sûr. Puis c'est là où c'est difficile de prédire l'avenir d'un gardien. Wallstedt a une saison très mauvaise à Iowa. OK. Alors, va-t-il rebondir? Peut-être que oui. Et c'est d'où c'est là, moi, la sorcellerie. Exact. Mais je ne suis pas dans la tête de Wallstedt. Alors, peut-être que M. Fry peut éclairer ma lanterne là-dessus. Mais lorsque je vois un gardien puis que je dis, écoute, je ne peux pas le prédire, ben c'est ça. Je ne peux pas le prédire. C'est vraiment en dents de scie. Puis, il y en a qui avaient même blâmé des équipes de ne pas l'avoir repêché. Les Oilers d'Edmonton, pourquoi ils n'ont pas pris Wallstedt, blablabla. Mais c'est ça. Wallstedt, il est dans la Ligue américaine. Est-ce qu'à un moment, il va arriver à 25 ans, il va peut-être être gardien de but numéro 1 à Minnesota? Ben, Peut-être. Comme le gardien des sabres? Oui, Devin Levi. Non. Pekka. Oka-Pekka Luukkonen. Qui, lui, était un Oui. promis, puis à un moment donné, on s'est découragé Oui, complètement. et il est revenu. Il est revenu. UPL. Ouais. Oui, Mais pour Marc-André Fleury, quand tu dis présumément sa dernière Oui. saison, c'est sa dernière saison. ben, il ne peut Oui. pas revenir. Le Canadien ne donnera pas un autre blanchissage l'année prochaine. Fait que du côté de la relève à Minnesota, ben, regarde, on vient de parler du gardien de but Wallstedt. À la défense, ben, David Riček.
qu'on a obtenu de Columbus, qui, lui, il a accepté d'aller jouer dans la Ligue américaine pour le Wild. Alors, je ne sais pas, peut-être qu'il voit une ouverture l'année prochaine de ce côté-là. À part ça, c'est mince. C'est mince à la défense. À l'attaque... Ah, excuse. Pardon? Non, excuse, je pensais... À l'attaque, ben, il y a le jeune Ogren. Ogren, Oui, qui est bien. Ensuite, dans les gars qui sont dans la Ligue américaine, à l'attaque, tu sais, des gars comme Riley Height, vraiment... Mais c'est un club, tu vois, dans les exceptions, c'est un club qui a réinitialisé, puis qui s'en tire quand même bien, puis qui a des bons jeunes. Bien, c'est parce que ce qui arrive, c'est qu'ils ont des jeunes qui sont, je te dirais, par exemple, le Russe qu'ils ont repêché. Excuse, là, je le cherche. Danila Yurov. Ouais. Quand est-ce qu'il va sortir de la KHL? Danila Yurov, je pense qu'il a un potentiel pour jouer sur un des 2 premiers trios. Mais il n'est toujours pas arrivé. Charlie Strammel, choix de première ronde, il y a une couple d'années. Ça, c'était probablement la pire gaffe de Judd Brackett. C'était un gars qui était sur la pente descendante. Il était, à 16 ans, on le voyait comme un top 5. Puis il a été sur la pente descendante. Et malgré tout, on l'a repêché en première ronde. Ça, vraiment, c'est pas l'idéal. On a repêché Ryder Ritchie aussi, pas mauvais. Alors, vois-tu, mais surtout, le joyau là, qu'on a repêché, c'est Zeev Bouillon l'an passé. C'est que là, si tu as identifié 10 joueurs, tu as Faber, tu as Bouillon, tu as Brodin qui est encore là, on verra avec Kaprizov, tu as Eriksson Ek, tu as Marco Rossi, tu as Boldy. Peut-être Yurov, d'après moi. Fait que tu n'es pas loin de 10 sans avoir reconstruit. Mais est-ce que es-tu Coupe Stanley? Avec Kaprizov, c'est sûr que tu as un joueur super étoile. Avec Boldy, tu as un joueur vraiment... le genre de joueur dont tu as besoin pour gagner. Avec Faber, tu as le genre de défenseur dont tu as besoin pour gagner. Est-ce que c'est suffisant? Je pense pas. Mais le Wild va avoir de la marge de manœuvre sous le plafond, alors que les 14 millions vont... Moi, je suis un petit peu là, ambivalent. Guérin... je peux pas le qualifier de super bon DG en ce moment, mais je peux pas le qualifier de mauvais DG non plus. Ils me font penser aux Bruins un peu. Oui. Dans le modèle. Un peu les Bruins de l'Ouest, oui. Super vedette, un paquet de bons joueurs de soutien. Ils ont leur McAvoy. Alors moi, je me pose ça. Est-ce que Minnesota a passé peut-être le niveau du milieu de peloton et peut-être va devenir une équipe top 10, mais sans jamais aspirer à la coupe? Il y en a des équipes comme ça. Ils sont comme 6e, 7e, 8e meilleure équipe de la Ligue pendant des années. À un moment donné, ils font un carré d'as. Les Blues, à un moment donné. Oui. Mais ils l'ont gagné une fois, les Blues. Ils l'ont gagné. Enfin, alors, je pense qu'au Minnesota, si quelqu'un qui nous écoute a un billet de saison au Minnesota, je pense que l'avenir est quand même correct. C'est pas l'équipe la plus excitante à voir, mais loin de là. Mais je pense qu'il devrait faire les séries régulièrement dans les 5-6 prochaines années. Bon. Moi, c'est mon analyse. Je reviens un peu dans le temps, dans le bloc, les gars, parce que vous avez parlé de David Jiricek, puis ça m'a tout de suite allumé une cloche que j'ai oublié de vous poser au début de l'émission. On a rappelé Logan Mailloux avec le Canadien. Juste savoir si vous avez une opinion sur c'est quoi, selon vous, la démarche qu'on fait avec Logan Mailloux à ce stade-ci de la saison, parce qu'on l'a ramené dans la Ligue américaine pour corriger son jeu défensif. Dans la Ligue américaine, tout le monde dit que c'est vraiment pas encore très droit, son jeu défensif. Qu'est-ce qu'on fait avec lui en ce moment? On lui donne un anan pour quelle raison? Ben là, c'est pas un anan. C'est Mailloux et Beck sont en Californie pour le match des étoiles de la Ligue américaine. On a besoin de profondeur. Ils sont dans le coin, on les rappelle. On les a renvoyés là, pour qu'ils jouent le match des étoiles, probablement. À Palm Springs. Technicalité. Puis, ils vont rester autour, puis... Écoute, à moins d'une surprise, je suis pas sûr qu'on va les voir, là. Ce que tu dis, Mathias, c'est que si le Canadien avait eu un voyage à Chicago et Saint-Louis, ils n'auraient pas été rappelés. Ça me surprendrait beaucoup. C'est ça. OK. Je pense. Mais j'ai pas d'informations. Non, mais ça a bien du sens. Ça ressemble à ça. Ça a bien du sens. Ça fait du sens.
Désolé de casser ton rêve. Non, mais ça fait 100% du sens. Non, mais il pague Mailloux Beck. Il y a bien espoir. Mailloux top 4, Beck, Surtout Beck. 3e centre. J'aime beaucoup oui. Beck dans la Ligue Je américaine. le sais, Pag, je le sais. Je m'excuse. Mais non, mais il l'a dit, dans la Ligue américaine. Oui, je sais. Je m'excuse de te faire de la peine des fois. Depuis quand tu t'excuses de faire de la peine de même, toi? Ben, j'ai pris une C'est résolution. des larmes de crocodile, des larmes de serpent, ça. Non, mais en février, il y en a qui font le mois sans alcool. Ouais. Moi, j'ai décidé Ah! le mois sans faire de peine. Oh boy, ça sera pas facile. En plus, on est juste le 4. Ouais, c'est ça le problème. Bonne chance. Ouais. Mais il y a juste 28 jours. Trust the process. Trust the process. Bon, ben on est rendu aux 3 questions. Puis on commence avec Rad Abdul. Question pour le Snake. Tu penses quoi de Dean Letourneau, choisi au 25e rang par les Bruins en 2024? Ouais, ben, j'en pense que j'en pensais au mois de juin dernier. Ouais. Letourneau, qui est un grand gaillard de 6 pieds 7, et puis qui joue au centre et qui est vraiment un projet. Dans le sens, projet avec un grand P, dans le sens qu'il jouait dans un calibre très faible l'an dernier, mais et il a produit de façon vraiment incroyable, mais c'était difficile de le mesurer par rapport à son entourage. Alors lui, au lieu d'aller jouer, disons, par exemple, dans une ligue junior A, parce que dans ce temps-là, il n'avait pas le droit de venir jouer junior majeur, il a décidé de s'en aller tout de suite dans la NCAA. Le problème, c'est qu'il s'en va à Boston College, où il y a déjà Ryan Leonard, Teddy Stiga, James Higgins, Gabriel Perreault. Fait que vous devinez que le gars joue sur un 4e trio, environ 10 minutes par match. Il ne fait pas grand-chose, il a 2 points, 2 passes en 23 matchs. Donc, Trevor Connolly a toujours plus de points que lui. Oui, Mathias. Oui, Mathias. Non, mais c'est parce que Simon m'a envoyé une petite clip aujourd'hui, là. Oui. De... De Trevor de Connolly. Trevor Connolly, parce qu'il veut probablement masquer le fait que les stats sont... Ben, Trevor moyenne. Connolly est encore blessé, là, mais en tout cas, Ah. on va en reparler un jour. J'en ai assez parlé l'an passé. Je n'achale pas trop les auditeurs avec lui cette année, mais Non, je peux vous le dire une timing n'est chose. pas très bon non plus. Non, il joue bien. Il joue bien, Trevor Connolly. Ceux qui disent ça, là, ils n'ont pas regardé tous les matchs. De toute façon, ça n'a pas été difficile de les regarder. Il n'a même pas joué 15. Mais il est bon, Trevor Connolly. Parfait. Bon. Ben écoute, ça serait... Il n'est pas super bien entouré à Providence, là, mais offensivement. Il y a une bonne équipe, Providence, mais ce n'est pas une équipe qui compte beaucoup de buts. Bon. Alors, on revient à la question de Letourneau. Letourneau que je vais aller voir en personne avec Boston College, où joue Jacob Fowler en passant, dans 3 semaines. Alors, on reviendra avec un rapport complet sur les Leonard, Stiga, Higgins, Perreault, Fowler, Letourneau, Bon. tous les magnifiques choix de repêchage qui jouent à Boston College. On va revenir là-dessus dans 3 semaines. Bon. Steven Gagné, là, je sens qu'il est perplexe. Ah. Là, il pense que tu te contredis, puis il se demande, même s'il n'a pas rêvé, que tu as souvent dit que Cole Caulfield est un doublon de Lennartson. Ouais, j'ai dit ça l'an dernier. Tu as dit ça. ok. Ouais, pourquoi j'ai dit ça? Ben, tu sais, on est vite sur les amalgames. 2 frères, 2 gars qui ont à peu près la même taille. Tu sais, on fait Hey, j'ai dit souvent Cole ça. Caulfield, hein? Cole Hudson. C'est Cole Hudson. Ouais, excusez-moi. Ouais. On fait des amalgames. Dans le fond, Cole et Lane, oui, ils ont des points en commun, mais c'est pas un doublon. Je pense que Cole, c'est un défenseur beaucoup plus traditionnel que son frère. Où j'ai dit que c'était un doublon, c'était dans le sens que ce sont 2 défenseurs de petits gabarits très offensifs. Alors, est-ce qu'une équipe, nécessairement, en veut 2 dans son équipe? S'il est à Washington, puis Lane est à Montréal, ben ils ont chacun leur Hudson. Si tu mets les 2 dans la même équipe, ben là, ils deviennent peut-être un Des doublons. doublon. C'est Ouais. ça. C'est dans ce sens-là Bon. que je voulais dire. OK. Ouais. Zachary Gagné. Le Snake. Que penses-tu du développement de Gabriel Daigle, le jeune gardien éthique de Victoriaville, dont on a parlé au début de l'année, je crois? Oui, Gabriel Daigle, à 15 ans dans le Midget 3, a été repêché 2e. Les gardiens ne sont plus repêchés à des rangs aussi hauts, mais on voyait en Gabriel Daigle un des grands gardiens midget de l'histoire du Québec. Et j'étais le premier à endosser cette... le gars, écoute, il avait le physique, techniquement, il arrêtait tout. C'était vraiment incroyable de voir ce gars-là aller. Sauf que lorsque tu arrives dans le junior à 16 ans, c'est difficile pour tous les joueurs, mais encore plus pour un gardien. Puis, Daigle étant même un late, il a commencé la saison junior majeur à 15 ans. Ça aurait été bénéfique de le retourner dans le Midget 3. Cependant, je ne blâme pas l'éthique de Victoriaville. Je vais te dire pourquoi. Quand un gars est choisi 2e, il y a une grosse pression pour qu'il reste dans l'équipe. Les choix de première ronde dans la Ligue de hockey junior maritime Québec,
on les garde, quitte à ce que dans certains cas, ils jouent sur des 4e trios, ils jouent 8 minutes par match. Mais on ne veut pas les retourner. Puis Gabriel Daigle, pour lui, c'est ça qui aurait été le mieux. Il n'a quand même pas été mauvais. Il était le substitut de Nathan Darvaux, qui était le gardien vétéran, très bon gardien. Il a joué 21 matchs. Et il a représenté le Canada au tournoi des moins de 17 ans. Et là, il a eu le malheur d'affronter l'équipe américaine qui avait, entre autres, James Higgins et Cole Iserman. Il s'est fait complètement défoncer, malheureusement. Puis c'est parce que l'équipe était tellement forte. Puis je ne sais pas si ça l'a affecté, mais après ça, il n'est pas revenu à Victoriaville dans une situation où il pouvait jouer 40-50 matchs. Alors, en 2023-2024, il joue 25 matchs seulement encore. Il y a une moyenne d'arrêt de 8,879. Même pour le junior, c'est moyen. T'sais. Nathan Darvaux, toujours le gardien régulier. Cette année, on la met, et Victoriaville, en passant, avait des bonnes équipes. Cette année, Victoriaville reconstruit. Là, on lui donne le filet. Il y a 39 matchs. Il y a 0,877. Moyenne de buts par match de 4,70. Victoriaville est en bas de classement. Il est bombardé. Écoute, pour moi, tout ça est circonstanciel. Ça serait peut-être bénéfique pour sa saison de 19 ans qu'il soit échangé. OK. Peut-être, je ne sais pas, à une équipe peut-être plus établie, pas une équipe en reconstruction. Est-ce qu'il va être repêché? Je pense que oui, mais là, on parle beaucoup plus d'un gars entre 5 à 7, alors qu'il y a 3 ans, on parlait de lui comme un potentiel choix top 10 ou top 15 dans la LNH. Moi, 5 à 7, c'est jamais perdu. Non. Surtout avec un gardien. Ah. Hey, lui, il aime ça. On Lui, pense pareil. mais sérieusement, Mathias, moi, je ne perdrai pas confiance en un gardien de but de 18 ans. Tu sais, ça serait ridicule de ma part. Alors moi, je suis encore un grand fan de ce gars-là. Puis, écoute, je lui souhaite d'être repêché. Puis, je lui souhaite de réussir. Une dernière chose là-dessus, on parle des gardiens de but de 16 ans. Tu sais, il y a eu 2 gardiens de but de 16 ans l'année passée qui ont bien fait. Luca Beckman à Bécomo, William Lasselle à Rimouski. Mais dans les 2 cas, on les a retournés au Midget 3A. Ils ont joué quelques matchs dans la Q et ils reviennent cette année. Et là, ils sont avec des grosses équipes. William Lasselle s'en va à Coupe Mémorial avec Rimouski. Luca Beckman, qui a une très bonne équipe à Bécomo. Beckman est admissible au repêchage cette année. Lasselle l'an prochain. Eux autres, ils ont été placés dans des conditions idéales, un peu comme à l'époque Zachary Foucalé, qui avait été gardien de but à 16 ans. Et il y avait McKinnon et Drouin dans son équipe. C'est trompeur des fois. Ben, ça peut être trompeur. Fait que, tu sais, écoute, tout ça, là, Beckman, Lasselle, Daigle, on prend une grande respiration, puis on les laisse se développer. Puis peut-être que dans 5-6 ans, il y en a un là-dedans qui va émaner comme un numéro 1 dans la Ligue nationale. On verra. Moi, il faut que je prenne une grande respiration parce que les jeux de mots, je sais pas qu'est-ce qui m'arrive. Tu sais, j'ai tout le temps été contre. Il faut que tu m'aides. J'ai toujours été contre, puis là, je suis comme lui. Fait que moi, je suis tout seul dans mon coin. Simon Snake Boisvert, merci pour encore une fois, cette mine d'informations. Pierre-Alexandre Girard, mon nouveau complice. Yes. Des jeux de mots. Merci, les gars. Non, ça va être fini après aujourd'hui. Ben non, merci beaucoup. C'est pas un fini. autre épisode bien rempli. Parce qu'on s'en va faire Patreon, qui va sortir vendredi. Je parlais des jeux de mots. Ah, OK.